on vous a livré ce que nous avions à vous communiquer. Donc, on peut prendre un temps pour échanger ensemble si vous avez des points de vue, des questions, des expériences à partager. Nous sommes prêts et nous en avons envie d'échanger avec vous. Voilà. Ah, oui, pardon. Là-bas, il y a une question. Ça va, j'ai la voix qui porte. Oui, c'est bon. Bonjour. Donc, tout ce que vous avez dit, très intéressant. Moi, je suis à l'ESH et notre rôle est où? Point d'interrogation. Ouais. Vous n'avez pas parlé de nous, on est toujours très transparent, parfois inexistant. Au niveau des institutions, au niveau nationales, au niveau pas mal de choses. Et quand on voit les professeurs qui sont très contents et qui ont le sourire jusque-là, quand ils nous reçoivent, parce que si on n'était pas là, pour certains, ça serait très difficile de tenir une classe aussi de 28 élèves avec des éléments aussi, avec des troubles du comportement, des autistes. Moi, je travaille en maternelle et en école élémentaire et je peux vous dire que ce n'est pas simple pour les enseignants et pour aussi les groupes, les enfants. Voilà. Je vais vous donner quelques éléments. Le rôle des AESH est primordial. En Savoie, nous discutons régulièrement avec l'inspecteur éducation nationale. Deux outils, en tout cas un outil qui peut aider grandement au rôle de l'AESH dans une école, c'est le PPS, qui n'est pas utilisé ou peu utilisé, c'est-à-dire le projet personnalisé de scolarité ou de scolarisation. C'est un outil que je maîtrise, je m'en excuse. Mais en tous les cas, il permet de repérer les besoins de l'enfant, d'écrire son parcours et d'assigner effectivement des personnes dont la compétence est reconnue. En Savoie, la difficulté avec les AESH, c'est qu'il y a un grand turnover, qu'elles ne sont pas suffisamment ou qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Donc il y a un plan en cours et nous en discutons, puisque l'inspecteur m'avait sollicité sur cet aspect, pour former les AESH, faire en sorte de les stabiliser dans leur emploi, et leur donner aussi un rôle qui soit, je dirais, issu des besoins repérés, car on s'est rendu compte en Savoie, je ne parle que de la Savoie, que souvent les directeurs d'établissements ou les proviseurs utilisaient les AESH, quand l'enfant ensuite n'était plus en classe, on la mettait dans une autre classe, mais sans que ce soit en réponse à un besoin particulier. Il y a donc une reprise en main qui doit se faire sur ce public professionnel, et également une professionnalisation de ce public pour pouvoir répondre à vos différentes missions. Car vous êtes souvent armés de beaucoup de courage, mais pas toujours formés. Bonjour, donc moi je m'appelle Isabelle Chollet, je travaille, je suis formatrice à l'IRTH de Montpellier, je suis psychologue. Donc, je vais réagir aussi à ce qui vient d'être dit, puis j'ai d'autres choses aussi à partager. Ce qui vient d'être dit par rapport aux AESH, je pense que ce qui est important dans le médico-social, c'est qu'il y a quand même une formation qui s'est mise en place récemment, une formation d'accompagnants éducatifs et sociaux, et donc là qui rapproche un peu le monde, ces deux mondes, ces barrières. Vous parliez que vous étiez de l'autre côté de la barrière. Je trouve que c'est significatif ce que vous avez dit, parce que à la fois je pense qu'on veut un rapprochement, mais à la fois, sans faire exprès sans doute, vous avez dit ça. Et si vous avez dit ça, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une barrière, je pense. En 2005, il y a eu une grande conférence à Montpellier qui a été faite par la LAIF pour parler de la loi 2005, et on parlait déjà des cultures différentes. Et là, on est en 2019, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué, en fait. Donc, moi, si j'avais à dire peut-être un petit peu ce qui a évolué, c'est que justement, les AESH vont être reconnus un petit peu, vont passer d'une formation de 60 heures à 400 heures. Donc forcément, ils vont se professionnaliser, ils vont avoir le but, c'est quand même aussi de pouvoir être CDIsé, entre guillemets, parce que c'est compliqué pour eux. Et aussi par rapport au changement, je trouve, par rapport à 2005 peut-être, c'est que le KPI, qui est donc en formation des enseignants spécialisés, et bien là, dans les épreuves du KPI, il y a une épreuve, l'épreuve numéro 3, qui est le fait de pouvoir montrer que l'on peut être personne ressource. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que justement, c'est aussi se dire, parce que je pense qu'on n'est pas dans le même monde, en fait, entre le médico-social et l'éducation nationale. Et quand j'entends que, quand vous parlez, vous dites, alors il y a une psychologue, une orthophoniste, une art-thérapeute,
une musicothérapeute, une éducatrice spécialisée. Quid, comment ça se passe dans les classes, quoi, dans les classes, dans l'ordinaire? Hier, je suis allée faire une visite formative d'une enseignante, justement, au KPI, et l'enseignant qui était avec moi, ça me fait rire, il m'a dit « Regarde, dans la classe, il y a un téléphone !» Alors je lui dis « Ben oui », il me dit « Ben en fait, moi j'aimerais bien avoir un téléphone dans ma classe, parce qu'au moins je suis en lien avec des gens. » Dans l'ordinaire, on n'est pas en lien, on est tout seul dans sa classe. C'est pour ça que le problème, c'est la formation initiale du secteur ordinaire. Parce que le KPI, ok, les AESH, ok, on continue de surprofessionnaliser, alors à juste titre sans doute, hein, effectivement la formation des AESH c'était crucial, encore que la question au sein des PIA, les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, c'est de savoir qui va financer les formations, c'est ça, c'est même pas le contenu de la formation, c'est qui finance, il faut être clair quand même. Le KPI, ok, les réformes, les transformations du KPI, mais quid de la formation initiale de l'enseignant de maths, du collège, de secteur? Quid de la formation du prof de français, du collège ou du lycée de secteur? Il est là le vrai problème. Et c'est pour ça que la césure, elle existe et elle n'est pas prête d'être abolie tant que la posture du ministère en termes de formation initiale du secteur ordinaire n'aura pas changé. On a cette question, on en parlait dans la voiture, de la normativité, de l'aspect normatif qui continue de perdurer. Et c'est pour ça que ce clivage, pour l'instant, oui, on va renforcer les AESH, c'est très important. Oui, on va modifier tel et tel aspect. Oui, on va aller chercher les moyens des ESMS pour les injecter et pour aller être ressources du secteur ordinaire. Mais quid de la formation initiale de l'enseignant? Je ne vois rien venir. Donc, on est bien toujours dans l'interpénétration des cultures et on en est toujours là. Mais je suis d'accord, mais après, se dire, par exemple, ici dans cette salle, qui est enseignant ordinaire, qui est inspecteur d'éducation nationale? L'éducation nationale est où? Alors à la fois, moi je me questionne, enfin je ne critique pas du tout. L'idée c'est de me dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en soit là. C'est ça qui m'intéresse. Au niveau de la communication, peut-être aussi de cette conférence, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas là? Ma collègue qui est conseillère pédagogique, qui était à côté de moi avant la pause, est partie. Elle m'a dit je pars. Ça m'interroge quoi. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'en aille? Elle m'a dit, j'aurais dû aller au cinéma cet après-midi, j'aurais dû y aller en fait. Ça m'a interpellée, quoi. Bon, Isabelle, je téléphone dans la salle. Voilà. Merci. Donc moi je me présente Jean-Pierre Aigret, je suis un enseignant spécialisé à l'IME à la Malboudébé, pas très loin d'ici. Et donc, je suis très sensibilisé à ce que vous avez dit, et j'aimerais savoir votre parcours pour créer cette... Est-ce que c'est une démarche volontaire de votre part? Est-ce que vous avez attendu que l'éducation nationale ou le rectorat vous contacte pour se lancer dans cette aventure? Est-ce que c'est au directeur d'IME de prendre contact avec des proviseurs ou des principaux de collège ou des directeurs d'école maternelle et élémentaire? Comment concrètement lancer la dynamique? Merci. Ouais. Donc apparemment, c'est à moi de répondre. Merci pour la partie. Et ouais, je suis ici représenté dans ce groupe. En fait, c'est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble, on était à une réunion de l'ARS qui devait consacrer la signature d'une convention entre le rectorat et l'ARS sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. À cette occasion, moi, à partir du moment où il y a, comment dirais-je, un changement de politique publique, j'ai le choix en tant que directeur, soit j'attends et je subis, soit j'essaye d'anticiper et je peux effectivement faire les frais de cette anticipation, mais au moins celui qui va le premier ou parmi les premiers a l'avantage de ne pas être jugé parce qu'il essaye, je dirais, avec ses moyens, d'atteindre les objectifs. On a préféré prendre cette autre chose, c'est-à-dire d'y aller les premiers et d'essayer de co-construire, c'était le plus important, avec l'éducation nationale. On a rencontré énormément de réticences. Au début, ils ne voyaient pas, je me souviens, j'ai entendu le proviseur dire je vois parmi les enseignants quels sont ceux qui sont volontaires. L'inspecteur a dit non, monsieur, vous n'avez pas compris, ça ne relève pas du volontariat, c'est une loi, ça concerne tout le monde.
ils n'étaient pas au courant. Le même proviseur s'est retrouvé inspecteur, par la force des choses, il n'avait pas choisi, sur ce domaine l'année d'après. Il avait complètement changé de posture. Viviane Huys, qui à l'époque était responsable pédagogique de l'établissement, a mis en œuvre un certain nombre de réunions, d'échanges. On a même fait en sorte qu'un de leurs conseils d'administration ait lieu dans l'établissement. On les a accueillis, ne serait-ce que pour s'apprivoiser et se connaître. C'est peut-être simple ce que je dis, ou simpliste, mais le fait de venir dans l'établissement et que nous fassions ce genre d'échange a permis simplement de mieux se connaître, de s'apprivoiser et de, je dirais, mettre à plat certaines problématiques, et je trouve beaucoup de fantasmes. Il y a énormément de fantasmes. À partir du moment où vous communiquez, où vous dialoguez, où vous échangez, les choses vont nettement mieux, et on s'aperçoit maintenant qu'avant on essayait de convaincre, et maintenant ils sont convaincus, et c'est eux qui nous demandent d'en faire plus. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ce que je dis souvent, c'est que c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile, et non pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. Et j'en fais un principe de management, en fait. Alors, bonjour, je suis enseignante à l'IME des Oliviers, à Montpellier, et j'externalise également ma classe dans le collège, plusieurs demi-journées par semaine au collège du Pinon. Alors, le projet est quand même assez abouti, puisqu'on fait ça depuis le début de l'année. Ils y vont le mardi après-midi sur un temps de sport sans moi, avec un éducateur. Le même éducateur qui m'accompagne les jeudis matins et vendredis matins. Sauf que nous, la particularité de ce collège, ma question en fait c'était, est-ce que dans votre collège il y a une ULIS? Voilà. Je sais quoi. Il y a des secteurs de service. Donc nous, c'est vrai que au collège de Pillan, il y a une ULIS. Donc c'est vrai qu'on est très en lien avec l'ULIS. L'ULIS a déjà du mal à faire inclure ses élèves. Enfin, pas du mal, mais bon, c'est quand même un parcours pour trouver les bons horaires, tout ça. Donc nous, on n'en est pas encore au stade de l'inclusion. Alors j'ai noté les dimensions de l'inclusion. J'ai dit la dimension physique, c'est bon là, elle est. La dimension sociale, on l'a aussi. Bon, épistémique, un peu, parce qu'on arrive à travailler au CDI, on a des créneaux au CDI, avec une documentaliste très avenante qui nous aide beaucoup, qui peut travailler les jeunes. On participe à beaucoup de projets, on a participé au cross du collège, on participe à nos journées du talent, on a mangé au collège aussi. Voilà. Pendant ce temps-là, la documentaliste sur notre créneau fait venir des élèves des autres classes pour interagir aussi. Mais c'est vrai que nous, voilà, c'était plus par rapport à comment pouvoir les inclure en 6e, quand dans ce collège, ils ont déjà les élèves du lycée à inclure. Donc au final, on est... Voilà. Et donc il y a le directeur de mon ami qui peut peut-être parler de la naissance du projet qui a commencé cette année. Ben oui, pour répondre à la question. À vous, alors comment ça s'est passé? Effectivement, ça s'est passé un peu de la même façon que vous. Alors, on s'est dit on va pas subir et on va agir. Et du coup, on a eu la chance d'avoir un enseignant qui était passé par l'IME, qui s'est retrouvé sur la classe ULIS et qui s'est dit on pourrait créer des liens entre l'ULIS et l'IME, surtout avec des enfants à notifier l'IME en ULIS sans suivi des faits, parce qu'effectivement, on a une pression démographique sur Montpellier qui fait que on a peu de place à offrir pour les enfants qui ont besoin d'un accompagnement IME. Et c'est parti de là où on a pris contact avec le principal et on s'est dit, allez, banco, pourquoi pas s'essayer sur un temps de classe. On a une petite classe à vous proposer et on n'en est pas encore à rentrer dans les autres classes, effectivement, parce qu'il n'y a rien qui a été imposé. C'est de la bonne volonté de part et d'autre. On a eu un premier refus au conseil d'administration du collège et on a eu la chance d'avoir un principal qui est tenace et qui est on a un super partenaire en fait au niveau du principal qui a fait un travail de communication incroyable auprès de ses équipes pour nous accepter. Là, je crois que cette acceptation est faite. Ce qui est compliqué, c'est de transformer l'essai, effectivement. Il faut dégager des moyens, on a très peu de moyens nous. On a un IME historique qui était sur la déficience intellectuelle légère, donc peu de personnel et beaucoup d'enfants. Et là, pour le coup, avec les changements de politique publique, on est un petit peu ric-rac sur le niveau des moyens et du soin.
Et dans le même mouvement, on vient d'ouvrir au mois de novembre une unité d'enseignement maternel sur la question de l'autisme dans un autre petit village aussi en périphérie de Montpellier. Et là, pour le coup, effectivement, ce sont des politiques publiques avec un cahier des charges qui est spécifié par l'Agence régionale de santé, avec des moyens alloués qui sont conséquents et nécessaires. Et on fait tout un travail d'inclusion du coup de l'enfant en situation de handicap PSA sévère. Donc on est sur les 3-6 ans sur une école ordinaire. Alors, J'avais deux. peut-être qu'on va donner la parole aussi aux autres. Donc, alors, j'avais Sophie en premier. Vous essayez de... Pardon ? De réagir. Non, c'est pas du tout pour monopoliser la parole, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que vous dites justement sur la question du Ulysse et des dimensions physiques. Et quand vous dites déjà en Ulysse, si j'ai bien compris, on a du mal à inclure les élèves dans les autres classes, nous fonctionnons selon la loi de 75, quand on parle de ça. J'en discutais avec un collègue entre deux. Je crois qu'on a effectué dans certains établissements simplement un toilettage sémantique. Nous sommes passés du terme d'inclusion du terme d'intégration à celui d'inclusion. Parce qu'en 2019, on ne doit pas pouvoir dire on a du mal à inclure dans les autres classes. L'inclusion, si on prend les choses au sérieux, parce que je pense qu'il faut les prendre au sérieux à un moment donné, si on parle d'inclusion, le point de départ, c'est la classe ordinaire. Tous les élèves doivent être inscrits en classe ordinaire avec tous les remparts dont vous parlez, j'en suis entièrement convaincu, mais ils doivent être, le point de départ c'est la classe ordinaire, accompagnés par des dispositifs Ulysse, et non pas en 2019 entendre parler encore d'élèves qui sont en position de surnuméraire. Est-ce que tu acceptes de prendre mon élève d'Ulysse dans ta classe? Mais ça, c'est ce qu'on a connu sous la loi de 75. Donc vous voyez, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont dites ici, mais il faut voir par ailleurs pour des cultures d'établissement et pour X raisons, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, on est encore dans une politique de l'intégration dans un certain nombre d'établissements. Je respecte le tour de parole, c'était Sophie. Je rejoins ce que dit monsieur avec quand même une nuance que ce qu'on a vécu dans ce que vous dites là, la scolarisation, elle est presque, comme dirait Nina Ricci, dans l'air du temps. Voilà. Mais avant, quand on ouvrait les UPI, il fallait que tout le groupe collège soit d'accord. Sinon, on ne pouvait pas ouvrir. Et là, au fur et à mesure qu'on introduit des nouveautés, on va revivre cela. Mais on ne baisse pas les bras, puisqu'on va y arriver, bien entendu, la preuve. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne, c'est d'entendre encore, et Sylvie a démarré en disant, non, c'était sa conclusion, je pense, la réussite, c'est deux conditions, c'est si les professionnels sont sensibilisés et s'ils sont formés. Est-ce qu'il existe une échelle de la sensibilisation dans l'éducation nationale? Il y a une échelle de la douleur à l'hôpital, mais est-ce qu'il existe une échelle de la sensibilisation? Parce que sous ce mot-là, je pense que, moi en tout cas c'est ce que j'ai compris Sylvie, c'est encore, ça dépend, c'est une question de personne, et c'est tout ce qu'on a entendu là après, et c'est dommage. Alors moi j'ai quand même eu, il y a 3 semaines, la veille des vacances scolaires de chez nous, une famille en disant voilà, la directrice de l'école, je siège à la NDPH entre autres, la directrice de l'école nous a dit que si on avait 2 heures d'AVS de plus, l'école était d'accord pour l'accueillir, notre enfant, une demi-journée de plus quand même, hein, c'est plus que 2 heures une demi-journée, dans la scolarisation. C'est quand même la première fois dans ma guidance parentale, je suis à Montpellier depuis 37 ans, où c'est l'école qui propose à la famille
d'augmenter le temps de scolarisation de cet élève autiste bien dynamique. Hein. Non, plein de coquetterie et très dynamique. Eh bien, c'est quand même des choses qui avancent. Ça avance, mais pas suffisamment. Et moi, je voudrais, si vous pouviez, parce que vraiment c'était très intéressant, merci beaucoup, qu'on donne un petit peu les limites de cette inclusion. C'est un papier dans la main? Non. Donc, je suis obligée de dire La limite, elle c'est la sera- souffrance de l'enfant. Comment? la limite de l'inclusion sera toujours la souffrance de l'enfant. Sauf qu'on n'a pas la même logique, la logique parentale. On a tendance à occulter cette souffrance parce qu'on n'est pas dans l'école. Et qu'on a, nous, notre image, c'est qu'il aille à l'école comme tout le monde. Voilà. Et là, ça pose un vrai problème. Et je rejoins la remarque de madame, l'AESH, qui est le plus proche de l'élève et qui est vraiment celui qui se rend compte que ça devient de la maltraitance. En fait, le départ du projet, il est avec l'adhésion de la famille, mais avant l'adhésion de la famille, moi, personnellement, j'ai demandé l'adhésion des enfants. Alors, je vous entends, mais c'est en général. Oui. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas cette adhésion des enfants, cette adhésion de la famille, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. C'est l'enfant qui, d'abord, va prendre parti et partie prenante de son projet. Ensuite, pour en revenir aux AESH, c'est une profession que moi personnellement je connais très peu puisqu'on n'a pas le droit aux AESH. On est considéré comme un IME avec du personnel thérapeutique. Donc quand on demande une AVS, une AESH, on n'y a pas droit. Et malheureusement, parce qu'on aurait besoin aussi de ces gens-là, je suis en train d'œuvrer avec ma collègue. Excusez-moi, pour les AESH, effectivement, on n'avait pas droit aux AESH à l'intérieur de l'ULIS. Mais si le jeune est en scolarité partagée, vu que c'est son droit, il a le droit, parce qu'on sépare la dimension de l'enfant qui relève du handicap, donc la compensation qui est l'établissement social, de la scolarité sur lequel il a droit, en plus d'avoir des AESH. Je me bagarre avec certaines d'AZEN pour leur dire que non, on peut faire une scolarité en étant AESH, avec un AESH, tout en étant en établissement médico-social. Or, je me fais adapter, je suis enseignant, coordonnateur ITEP sur Toulouse, et formateur de l'INSH. Voilà, et on travaille beaucoup là-dessus. Je suis Stéphane Serrati. Je travaille à la INRE, formateur à la INRE également, donc l'association universitaire. Mais cette bagarre-là que nous faisons via la INRE, qui est maintenant, on sépare la dimension du handicap, donc médical, si on peut dire, par rapport aux jeunes, de la dimension scolaire. Donc, effectivement, l'AESH est tout à fait de droit, même si beaucoup de DAZEN directrices prennent des cartes de fer pour ne pas en donner. Mais légalement, on a le droit. Justement, je pense que nous avons assisté à la conférence de notre inspecteur de l'enseignement spécialisé et qui est pour les AVS scolaires, les AESH, mais communes. Et je trouve que c'est une très bonne décision parce que c'est comme ça qu'on fera changer la pratique des enseignants. Parce que nous, pour être en classe et pour accompagner, moi j'accompagne mes élèves en classe. Donc, quelque part, je peux voir la difficulté qu'ont ces personnes qui sont AVS ou AESH. Je vois la souffrance de mes élèves et je continuerai à les accompagner même si on arrive à obtenir une AVS commune. Mais je pense qu'effectivement, quand on met une personne qui va aider un enfant dans une classe, on ne modifie pas notre façon de fonctionner. L'enseignant ne va pas modifier sa façon de fonctionner. Il va attendre de cette personne qu'elle adapte l'enfant. Et là, c'est pas de l'inclusion, c'est de l'intégration. Et je pense que quand cette personne fera un travail commun pour aider tous les enfants, etc., qu'elle sera là en aide à tous les enfants, là, on verra une modification des pratiques. Je laisse la parole à Viviane. Je voulais juste, justement, Sylvie, moi, je voulais t'interpeller pour que tu nous dises ce que tu en penses, parce que depuis un petit moment, je me dis quand même, est-ce qu'il ne faut pas se recentrer, et je suis désolée de revenir, sur l'enseignement ordinaire et sur la formation initiale des enseignants de l'ordinaire, parce que je continue de penser, non pas que je nie, bien évidemment, vous l'avez compris, l'apport
du spécialisé et toute la richesse par transfert, si je puis dire, de ce que le spécialisé peut inculquer à l'ordinaire et tout ce qui peut être absorbé par l'ordinaire. Mais revenons aux fondamentaux. Pestalozzi, c'est quoi la relation pédagogique, Sylvie? On n'est pas dans le thérapeutique, on est d'accord, mais c'est une relation qui soigne aussi, la relation pédagogique. Revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la relation apprenant-enseignant? Qu'est-ce que c'est que la relation qui se noue au moment où on apprend? Et comment on forme de manière spécifique les personnes qui vont être chargées de cette relation? Alors, je ne vais pas développer là. Godefroy, dans ça peut aussi répondre. Manuel aussi, qui est quand même plus à même de répondre, puisque tu as la faculté d'éducation dans la formation des enseignants, la formation initiale. Alors, moi, je n'y suis pas. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un problème de formation initiale. Il y a un problème institutionnel localement aussi ici, entre nous, entre la formation des maîtres et la formation des enseignants spécialisés, peut-être des recherches sur l'enseignement spécialisé. Donc localement aussi au niveau des institutions, on ne s'entend déjà pas. Bon. Alors ça devient compliqué. Les institutions de formation. Après, au niveau de la formation initiale, c'est vrai qu'il y a très peu de choses sur les situations de handicap. Il y a quoi? Il y a 5 heures, ou une demi-journée, je sais pas, sur le public à besoins éducatifs particuliers. Je ne sais pas. Donc voilà. Moi je sais qu'on m'avait convoqué, on m'a demandé d'intervenir, parce qu'il y a une demi-journée sur les situations de handicap. Il n'y a pas de vraie formation à la question de la différence. C'est-à-dire qu'il faudrait tout redistribuer dans la formation. Ça ne prend pas, on n'est pas dans ce. Voilà. Je ne voudrais pas prendre la parole parce qu'il y a tellement de demandes de parole. Sylvie, il y a quand même un master, non? Un master 2 quand même. Alors, oui, je vais passer la parole là. Il y a eu un master 2, mais je te laisserai parler du master 2 qui forme actuellement les enseignants spécialisés, puisque je ne suis plus. Isabelle. Bah oui, mais tu le connais mieux que moi. Ah, ben moi je le connais bien, mais je connaissais l'ancien formel qui avait l'approche clinique de l'enseignement. Celui qui s'est fabriqué maintenant à la je ne sais pas du tout de quel ordre, mais ses références théoriques, ses références conceptuelles, et sur quoi s'appuie cette formation. Je trouve qu'elle est très morcelée, la formation de pédagogie, si je peux permettre. Donc, je vous donne la parole parce que c'est nous qui vous donne la parole. Merci. Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas. Dans un premier temps, je vous remercie pour votre exposé et la clarté de vos informations et vos explications. Au-delà de la construction du dispositif d'inclusion, des questions qui ont été citées depuis quelques minutes, aussi pertinentes soient-elles, j'aimerais revenir et adresser ma question peut-être à madame, de façon plus spécifique sur les apprentissages, puisque vous avez ciblé à travers vos propos que vous étiez plus sur le côté apprentissage pur et pédagogique que sur l'aspect social de l'inclusion. Vous formez un binôme, mais vous l'avez différencié à travers vos propos, c'est pour ça que je m'adresse directement à vous. J'ai bien compris que vous avez valorisé le travail commun que vous avez pu établir pour le bénéfice de l'inclusion à Montmélian. C'est ça? Oui. Ok. Ma question est la suivante. Partons du postulat que nous avons des personnes qui présentent des déficiences ou des handicaps, avec cette volonté d'inclusion en milieu ordinaire. Les démarches pédagogiques et d'apprentissage qui sont proposées en milieu ordinaire, vous paraissent-elles adaptées au public que vous souhaitez amener à l'inclusion ou inclure? Ensuite, c'est la première question. La deuxième question concernerait l'évaluation de l'inclusion. J'allais dire au jour d'aujourd'hui, je me moque souvent de cette expression. À ce jour, aujourd'hui, on peut considérer que l'éducation nationale, dans la démarche d'apprentissage, dans les théories d'apprentissage, a quand même pour vocation de mettre en avant l'enseignant, le professeur, plus que les élèves. C'est un privilège. En l'occurrence, sur les personnes présentant des déficiences et des handicaps, il me semble que l'accès à l'autonomie par le faire soi-même est une priorité. Comment gérer ça? Et enfin, ma troisième question portera sur les critères et les indicateurs de l'inclusion. Alors, on a peut-être tous les critères ou les indicateurs, comme vous souhaitez, d'une inclusion réussie. Voilà, merci. Alors, pour répondre à votre première question, pour moi, non, les modalités, enfin, l'enseignement aujourd'hui n'est pas adapté à l'inclusion. Mais je vais être très critique.
heureusement, il n'y a pas d'enseignants du classique. Pour moi, l'enseignement n'est pas adapté à tous les enfants, tout simplement. Je ne parle même pas des enfants porteurs d'une déficience. Je peux me permettre cette critique puisque je suis au fond des classes tous les jours et que je suis en observatrice quelque part. Donc je me rends bien compte que certains enfants n'y trouvent pas leur compte. Par contre, ce que je disais à ma collègue en venant, moi aussi j'ai fait le rêve un jour que par notre action, on va infiltrer le milieu et que les enseignants du milieu classique vont venir nous demander un peu peut-être de l'aide, peut-être notre retour sur ce qu'ils font. Et ça va leur permettre peut-être de réviser leur manière de faire et d'amener d'aménager leurs pratiques pour que leurs pratiques puissent être adaptées à beaucoup plus d'enfants. Je ne dis pas à tous, mais à beaucoup plus d'enfants. Et en fait, compte, eh bien aujourd'hui, oui, nous sommes trop forts. C'est-à-dire que je manque de modestie peut-être, mais aujourd'hui, on a commencé en septembre et les professeurs, certains professeurs viennent nous voir en nous demandant des conseils. Et en nous demandant des conseils, non pas par rapport à nos élèves, mais par rapport à d'autres élèves qui sont en difficulté. Nous demandent des conseils par rapport à des troubles de TSA, parce qu'ils ont des enfants qui ne sont pas dépistés dans leur classe et qui ont des troubles, à des troubles de l'attention, et ils viennent nous voir pour nous demander ce qu'ils peuvent mettre en place pour pallier à cela. Et ben voilà, j'ai pas de modestie, mais je dis que c'est nous, c'est imposé par le gouvernement, on y est allé sans moyens supplémentaires, et aujourd'hui on est en train de changer le système. Parce qu'il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Alors si l'éducation nationale ne fournit pas la formation, ils vont peut-être aussi s'intéresser à ce que nous, on a pu mettre en place en amont, et ils vont changer leurs pratiques forcément. Et un jour, je pense, et je suis sûre que l'éducation nationale va donner les moyens et va changer les formations. Parce que de toute façon, on ne pourra pas y arriver autrement. Après, j'ai oublié votre deuxième question. La troisième question, par contre, je peux y venir, c'est l'évaluation. Et pour moi, l'évaluation, c'est l'observation directe des enfants, de leur épanouissement, le questionnement. On questionne les enfants, est-ce que tu es toujours d'accord pour continuer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et nous, c'est un travail qu'on fait quotidiennement avec ma collègue. Et aujourd'hui, je peux dire que sur les 7 enfants que nous avons emmenés dans cette expérience, moi, je ne voulais pas qu'ils essuient les plâtres. C'est-à-dire que ma limite, c'était je vois souffrir un enfant, on arrête. Eh bien, aujourd'hui, ces enfants sont tous contents d'aller au collège. Ce que ça leur a apporté au niveau de la socialisation est énorme. Il y a un épanouissement pas possible, d'autant que les professeurs et les autres enfants des classes demandent à ce qu'ils viennent plus. D'accord. Et... Oui, pardon. Vous avez presque répondu à vos questions. Je distribue la parole, parce qu'il y a plein de demandes. Du coup, je vais reprendre la parole. Je vais essayer de rebondir, parce que je pense que ma question va s'adresser au directeur. C'est plus lié au fait de créer une unité d'enseignement salariée. Certes, vous avez évoqué que c'était de droit, vous l'avez évoqué comme ça. Or, pour les établissements scolaires, c'est pas de droit. D'accord, ça ne passe qu'en CA. Ils ont la liberté ou pas d'accepter ou pas. Alors, c'est un paradoxe que l'on a entre le ministère qui nous demande d'en créer et l'Éducation nationale qui a la liberté d'en faire. Donc, du coup, ma question était le fait que vous ayez signé auprès d'un collège ou d'un lycée, qu'est-ce que vous avez mis dans la balance et qu'est-ce que vous avez amené dans le gagnant-gagnant qui permettent à ce que ça puisse être silencieux? Juste ma question est qu'on est humanitaire, honnêtement, nos gamins ne sont pas très vendeurs. Je peux me permettre. Nous avons quand même, voilà, c'est pas très porteur. On n'est pas sur un handicap qui est plutôt porteur et il ne voit pas venir de façon simple. Donc qu'est-ce que vous avez amené? Et je crois qu'effectivement, c'est essentiellement l'humain dans un premier temps qui permet de le faire. Mais qu'est-ce que vous avez pu amener? Essentiellement des moyens dans le cadre des conventions qui sont obligatoires, puisqu'il y a une circulaire de juin 2016 ou un arrêté, je ne me souviens plus, qui définit cahier des charges et qui définit le modèle de convention à mettre en place pour créer ce genre de structure. Donc là où il a été négocié, je dirais pied à pied avec le proviseur, c'est la question des moyens essentiellement. La crainte étant toujours
Et si vous n'avez pas, si l'un de vos personnels est absent ou est malade, comment faisons-nous? Aujourd'hui, nous sommes passés au-delà de ce problème. Aujourd'hui, le problème, c'est on aimerait bien que l'enfant un tel participe au voyage à Venise. On est d'accord? Il faut qu'il puisse y participer. Donc, il y a quand même un certain nombre de fantasmes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de levées de boucliers par rapport essentiellement aux moyens, parce qu'on voit toujours la personne handicapée comme nécessitant plus de moyens. On la voit toujours par le biais de ses incapacités et de ce qu'elle va pouvoir freiner ou amener comme frein à, je dirais, au déroulement normal d'une classe. En vérité, on ne voit pas du tout ce que la personne handicapée amène comme tuteur, comme on parlait tout à l'heure, d'enfants tuteurs qui pourraient se saisir de l'opportunité d'aider les autres, de se valoriser. On ne voit pas du tout ce que ça peut amener en termes de sociabilité, mais aussi d'enseignement, de partage de compétences. Quand on fait corps autour je dirais, d'une problématique, qu'elle soit humaine ou matérielle, finalement, on développe d'autres capacités, et celles-ci sont complètement invisibles au début. Ce sont les moyens qui ont prévalu, essentiellement. Il a fallu rassurer sur le fait que nous serions présents, que nous avons un médecin, que nous avons une carte d'infirmière qui était prête à se déplacer, que nous avions des véhicules, et que nous avons mis en place d'ailleurs des réunions une fois par mois pour évaluer régulièrement les écueils. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'une réunion en 6 mois. Pourtant, dans la convention, c'était une par mois et ils y tenaient. C'est aussi un collège avec lequel on était partenaire, puisqu'on a des jeunes de l'IME qui sont intégrés dans leur classe de SECPA depuis 10 ans, enfin plus de 10 ans. Mais qui manifestement restaient très confidentiels, la SECPA étant une école dans l'école. Il n'y avait pas de transposition. C'est un collège qui a évolué aussi, puisqu'on a des enfants qui sont en autonomie aujourd'hui, qui prennent les transports scolaires qui sont alloués par le Conseil général, comme tous les collégiens, et qui se rendent au collège sans notre présence. Et ça a été à la demande des professeurs. L'objectif, monsieur, c'est de rassurer les enseignants. Je me souviens. Le proviseur devait pouvoir rassurer les enseignants en disant « j'ai bien négocié ». Ils vont mettre à notre disposition leurs moyens. C'est ça. Bonjour, je suis éducatrice sur une ligne de Sauvegarde des Hirondelles, rue de Béziers. Voilà, on parle d'un projet en équipe disciplinaire, un projet qui se profile d'inclusion scolaire pour le groupe de petits dans lequel je travaille. Et par contre, nous sommes un numéro qui accueillons des enfants porteurs de handicap avec un agrément handicap moyen, profond, sévère. Et moi, je m'interroge sur tout ça parce que j'entends des enfants qui parlent anglais, qui vont. Et voilà, on est en pleine réflexion d'équipe, vraiment en ce moment. Moi, j'entends un petit peu votre projet merveilleux. Et en même temps, je me dis, voilà, comment on va faire avec nos petits bouts de 8 ans qui ont un niveau cognitif de 18 mois, 2 ans, et comment est-ce que si on est dans un milieu ordinaire, on est dans une classe, on inclut, est-ce qu'il y a d'inclusion quand on a 4 enfants porteurs de handicap mental, seuls dans une classe avec une institut spécialisée et un éducateur qui accompagne, et voilà, le projet se profilerait un petit peu comme ça. Et finalement, on travaille de l'intégration que sur les moments de récré, les moments de repas en cantine, etc. Est-ce qu'on peut parler d'inclusion à ce moment-là? Est-ce qu'on est dans les clous? Nous, on est vraiment, on est déjà dans des partenariats avec des écoles. On mène des projets terrain depuis des années. On est convaincus que ce sont des beaux projets. Mais quand on est dans du handicap moyen profond sévère, comment on peut faire? Et c'est là la limite. Et on a très envie, mais comment on peut faire? Voilà comment on peut s'y prendre. Et est-ce que c'est est-ce que c'est possible? Et l'organisation aussi des éducateurs, parce qu'on est dans des effectifs hyper restreints au niveau des éducateurs. Et comment se déplacer sur les écoles, qui peut rester sur site, est-ce qu'on fait des sélections des enfants qu'on accueille sur l'IME pour qu'ils soient du profil du 3E, tout ça, c'est vraiment des questionnements qu'on a partout. Non, juste, moi, il me semble que, vous voyez, tout
tout ce qui a été présenté, c'est le travail avec les enfants. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a des professionnels au top, qui sont des ressources, y compris pour les professionnels du milieu ordinaire qui accueillent. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut aller. Et moi, je rejoins Myriam Tardy sur le fait que je veux croire qu'on ne va pas juste faire du transfert de compétences, du transfert de moyens, mais qu'on va avoir un petit peu l'intelligence de faire du transfert de culture. Donc, après, on a dit ça, on n'a rien dit. Le fait est que, encore une fois, s'il n'y a pas d'analyse des pratiques, s'il n'y a pas de supervision des gens du milieu ordinaire, comment peuvent-ils absorber ce qui dérange tant? C'est-à-dire que, pour moi, ça continue d'être comment le secteur spécialisé, les CESA, les ESMS, quelle que soit leur configuration de dispositif, vont pouvoir injecter de la culture de j'accueille de la différence et j'accepte que l'autre me dérange et j'accepte de changer de point de vue et j'accepte de changer ma pratique professionnelle. Vous voyez le boulot? Donc en fait, je pense que de l'analyse des pratiques, de la supervision et du professionnalisme du spécialisé en intraveineuse dans le milieu ordinaire, en gros, si vous voulez. Il n'y a que comme ça que même les moyens, enfin, le handicap un peu plus sévère, sera, comme dans d'autres pays européens, sera d'emblée présent dans l'établissement. Et pas que sur la récré et la cantine. Parce que moi, je connais des UE, c'est horrible. Hein. On prétend avoir une UE dans un collège, et l'UE, c'est 4 élèves enfermés dans une classe et qui jamais ne vont dans une classe, même pas en sport. J'en connais des UE qui fonctionnent comme ça. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le directeur d'IME à Montpellier pour le GICAM et on se pose beaucoup de questions. L'IME Foncode, qui est géré par le GICAM à Montpellier. Et je voudrais revenir, prolonger un peu la question qui vient d'être posée, en reprenant aussi ce qu'Isabelle Chollet a dit tout à l'heure sur les deux mondes et la difficulté qu'on a à travailler avec l'éducation nationale. Christophe a dit tout à l'heure qu'on avait un problème spécifique à Montpellier qui est l'afflux de population, la difficulté de locaux, etc. Concrètement, il y a ces éléments-là. Dans une école, c'est compliqué de trouver un local maintenant pour établir une classe. Mais l'obstacle principal, c'est quand même, il me semble, celui autour duquel on tourne, c'est quelle est la finalité de l'inclusion. Ça, je ne sais pas si vous l'avez discuté avec le recteur, alors vous êtes toujours en avance Rhône-Alpes sur la qualité, etc. Vous avez 3 ans d'avance, donc c'est bien. Au profit de votre expérience, je trouve que c'est remarquable. Mais est-ce que vous avez discuté de ça? En Italie, ils ont résolu ce problème en disant la finalité de l'inclusion, longtemps qu'ils le font, c'est le bien-être de l'enfant. Vous avez parlé tout à l'heure à la limite de la souffrance. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé d'injonction paradoxale, et c'est ça aussi que les enseignants vivent. On leur dit, vous avez des programmes à suivre. Donc vos élèves, il faut les amener à quel niveau? Et on va vous mettre des enfants handicapés, et on ne diminuera pas l'effectif, contrairement à ce qui se fait en Italie, et vous gardez vos objectifs pédagogiques intacts, et l'inspecteur va venir vous évaluer là-dessus. Ah oui, mais j'ai 5 enfants avec des déficiences éventuellement lourdes, comme la collègue de Sauvion a évoqué. Donc c'est pas possible. Donc à un moment, est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce que vous êtes mis d'accord, vous, sur les finalités? Vous avez pu dédramatiser ça avec les enseignants et dire, mais ils n'auront peut-être pas tous le bac. Ah oui, c'est clair. C'était pas le résultat scolaire, c'est sûr. Pardon, je vous remercie de votre intervention, en tout cas parce qu'en effet, tout à l'heure, vous avez sondé savoir s'il y avait des enseignants du milieu ordinaire, a priori non, ou alors ils n'ont pas osé, mais je crois qu'il faut savoir on n'a pas besoin de les défendre par contumace. Parce qu'en effet, j'entends tout ce que vous dites. Mais je crois qu'à un moment donné, et vous-même vous le dites, je suis au fond de la classe, les classes n'ont jamais été homogènes. C'est un mythe. Mais elles n'ont jamais été aussi hétérogènes. Et je crois que longtemps, on a dit que la difficulté, c'était les classes spécialisées à une époque. Maintenant, je crois que les classes difficiles, ce sont les classes ordinaires, où en effet, je vous rejoins tout à fait, il y a une éthique de conviction, une éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, je crois qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord pour l'inclusion, dès l'instant où ça ne se fait pas au détriment de ses propres enfants. Et on le voit bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Un des risques de l'inclusion, c'est de créer de l'entre-soi. Parce que je crois qu'on oublie de plus en plus, à un moment donné, des enfants qui désertent certaines classes pour éviter justement ce dont on est d'accord par conviction, mais par responsabilité, justement, on évite que ces enfants soient dans telle et telle classe. Donc je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, mais je vous rejoins entièrement parce que, et vous l'avez dit, en termes de formation, qu'est-ce qu'on fait en termes de formation? Mais ça nécessite de repenser complètement
ce qu'est une classe pour gérer, appelons-la, cette hétérogénéité, cette diversité. Je ne sais pas, parce que je crois qu'on oublie aussi une chose, on n'en a pas parlé, on ne peut pas parler de tout, c'est le nombre de jeunes enseignants qui démissionnent, le nombre d'enseignants avec de l'expérience qui jettent l'éponge, des enseignants qui ont été de très bons enseignants qui, à un moment donné, vous disent « je ne sais plus faire la classe ». Ce ne sont pas des enseignants qui n'ont pas la volonté de bien faire la classe, ce ne sont pas des enseignants qui en ont assez, ce sont des enseignants qui, en effet, ne savent plus comment faire par manque de formation et qui sont entièrement pour l'inclusion, qui vous disent l'inclusion c'est même pas un problème, je suis pour, mais comment est-ce que je peux continuer à faire la classe pour que tout le monde s'y retrouve et que je puisse aller voir mes parents le soir en disant ne vous inquiétez pas, j'apprends à lire à votre enfant, à lui aussi, tout en faisant avancer cette hétérogénéité au carré. Sans compter les effectifs. Juste pour répondre à M. Carissi, très bonne question. Nous n'avons pas vraiment débattu des objectifs de l'inclusion. Ce qui a été rappelé par l'inspecteur de l'éducation nationale, c'était que la loi s'imposait et qu'elle était issue elle-même de loi européenne et internationale concernant le droit des enfants et le droit à avoir une vie normale ou ordinaire. Il est clair que la vraie et la seule problématique, c'était quels moyens mettez-vous à notre disposition pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions et que je puisse vendre la chose à mes enseignants. Aujourd'hui, on a évolué. Pour ce qui est de madame tout à l'heure, que vous demandiez finalement en termes d'organisation, avec le peu de moyens que nous avons, comment pouvons-nous faire? Alors, je ne peux pas répondre à cette question, d'abord ce ne serait pas très modeste si je n'ai pas la réponse. Par contre, je peux vous dire ce que nous avons fait. On a surtout travaillé sur la prévention des crises en institution, avec des formations à la violence, avec l'analyse des causes et des grilles d'observation. Ce faisant, on a limité les moments aigus, qui mobilisent beaucoup de moyens dans l'institution, en sérénisant, je dirais, l'accompagnement de manière globale, puisqu'on a beaucoup moins d'événements de ce type. De fait, avec les mêmes moyens, on peut faire beaucoup plus. On a aussi réorganisé, je dirais, la répartition et on a diminué l'internat. Et il est vrai que l'ARS là-dessus vous répondra très simplement. Ça va certainement pas vous plaire, mais une place d'internat égale 5 places de CESAG. Avec le personnel, bien sûr, à un moyen constant. Je vais donner la parole à madame et puis on va vous proposer une conclusion et on s'arrêtera là. Voilà. Merci. Oui, alors moi j'ai plein d'interrogations, j'ai plein de remarques à faire un peu en vrac. Je me présente, je suis directrice d'un CESAD de 40 places de trisomie 21 dans le Gard. Donc on n'est pas du tout adossé à un IME. Donc ça veut dire que depuis la naissance, en fait on tricote avec le milieu ordinaire, systématiquement. Et avec l'école, systématiquement, on est obligé de tricoter et de faire du sur-mesure pour chacun. Les réflexions que nous avons actuellement, c'est qu'on se rend compte que depuis que l'inclusion, on parle d'inclusion, on se rend compte que pour les enfants qui ont une déficience modérée voire grave, donc c'est quand même c'est la totalité de notre public, on se rend compte qu'actuellement, ces personnes sont de plus en plus exclues du milieu ordinaire, très clairement. Puisqu'on va prendre dans les ULIS, on va accepter les jeunes qui ont l'apprentissage, qui peuvent bénéficier de l'apprentissage de la lecture, qui ont déjà une lecture de sens, qui savent parler, vous avez parlé tout à l'heure du fait de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire « je suis élève de 6e ». Nous, on est avec un public d'enfants qui ne savent pas parler, qui ont du mal à s'exprimer, mais qui ont des choses à dire et qui communiquent, et ça c'est important. Et donc, on se rend compte que finalement, dans la réalité là, on se rend compte que les jeunes là, les enfants sont exclus. Et en fait, on a mis la charrue avant les bœufs, si je vous permettez cette expression, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout parlé de la formation avant de permettre à ces enfants d'aller en milieu ordinaire. Et quand on parle également du milieu ordinaire, de l'inclusion scolaire, il faut aussi parler de l'inclusion sociale. Et les parents que nous accompagnons, ce sont des parents qui ont fait le choix dès la naissance et au fur et à mesure du milieu ordinaire et d'avoir la place dans la société comme un autre enfant, avec des adaptations certes nécessaires,
mais qui sont présentes et le revendiquent, et les parents de trisomie 21 le revendiquent très fort. Donc, j'entends bien tout ce que vous dites, et je trouve que c'est très intéressant. Et nous, au niveau du CESAD, on est en train de réfléchir au fait de créer une unité d'enseignement externalisée. Parce qu'on se rend compte que finalement, actuellement, pour l'instant, on avait toujours tricoté avec le milieu ordinaire. On avait fait les UPI, les CLIS, on essaye avec les ULIS, sauf qu'on nous dit l'enfant est en souffrance, et c'est vrai que ça n'a pas forcément beaucoup de sens non plus. Quand on n'est pas lecteur, quand on ne parle pas, d'être en classe d'anglais, ça passe largement au-dessus. Donc voilà, c'est compliqué. Et on est en train de se poser la question de créer une UE pour permettre à ces enfants-là de ne pas être exclus de ce milieu et de pouvoir partager des temps aussi avec le milieu ordinaire. De pouvoir avoir des inclusions qui sont en fonction de leurs besoins, que ça puisse être en sport, en art plastique, même en français, quand même même sur la poésie, sur des choses très ponctuelles. Et la question qui me tapote quand même, c'est de dire, est-ce que je ne vais pas créer, en créant une UE, est-ce que je ne vais pas créer un effet filière et arriver exactement à l'inverse de ce que je souhaite. Voilà. Et ma question, elle est importante et ça entraîne toute l'équipe, on est en pleine discussion là-dessus, parce que on va très facilement, la MDPH, elle va nous dire, les enfants avec une trisomie, allez l'UE. Et on va cataloguer, et on n'aura plus le bénéfice de pouvoir aller dans des ULIS, de pouvoir aller dans différentes écoles. Actuellement, on est avec 27 écoles différentes, que ce soit des enfants de 3 ans jusqu'à 20 ans. On se rend compte qu'à 3 ans, c'est relativement facile, même si ça reste quand même à chaque fois un parcours. Et quand on arrive au collège, déjà, on a perdu la moitié d'effectifs. Et là, il faut vraiment se battre. Et les parents se battent énormément pour avoir une orientation MDPH, déjà, selon leurs souhaits. Trouver un établissement qui accepte et trouver des enseignants qui sont prêts à collaborer. Et c'est pour ça que le projet d'établissement est très très important. Et actuellement, sur le Gard, on travaille donc avec 27 écoles. Trois écoles qui ont un vrai projet au niveau du collège, qui ont un vrai projet d'établissement pour accueillir des personnes qui ont un handicap beaucoup plus important que ce que vous proposez. Voilà. Donc ma question par rapport à l'UE, c'est une vraie question que j'ai de ne pas créer cette effet filière. En fait, la question s'est même posée pour nous parce qu'on voulait mettre un peu plus d'enfants dans la filière 6e SECPA et le directeur de la SECPA nous a dit non, je ne veux pas que ma SECPA devienne une classe de l'IME et qu'après les enfants, enfin les autres parents ne veuillent plus que leur enfant aille en SECPA puisque ça serait une classe de l'IME quasiment. Donc c'est bien, vous avez raison. Mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, on avait 12 enfants de chez nous qui étaient en SECPA, enfin une dizaine d'enfants. Et du coup, ça a presque inversé les choses. Et petit à petit, on a trouvé de moins en moins d'enfants qui étaient adaptables à la SECPA. Mais du coup, on sacrifie un certain nombre d'enfants actuellement. Ouais. Et ça a été on ça. sacrifie un certain nombre d'enfants pour qui vont être déscolarisés. Et le pire, c'était qu'il y avait aussi, a priori, la parole des parents des autres enfants qui avaient toqué le directeur en disant mais attendez, là, il y a un problème, quoi. Il y a trop d'enfants de l'IME qui sont allés en SECPA. Parce que ces enfants-là, s'il n'y a pas d'UE qui est créé, ça veut dire que des enfants vont être déscolarisés parce que de toute façon, soit il n'y a pas de place en IME, soit les parents ne souhaitent pas un IME, ne veulent pas. Et c'est une posture qui est très claire, ne veulent pas d'un IME. Donc ça veut dire qu'on ne se retrouve, donc on est dans un paradoxe encore plus important, c'est-à-dire que ces enfants sont déscolarisés, comme il y a une obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, ils sont propulsés dans des classes de 6e avec une ABS. Et alors là, c'est du délire. Parce que là, ça rime plus à rien. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est bien compliqué. La déscolarisation, enfin juste pour conclure, la déscolarisation est une réalité. Bien sûr, c'est une réalité, bien sûr. Bien. Juste avant une conclusion qui sera faite par Sylvie Carafort, sur genre de vous annoncer qu'en 2020, nous avons
l'ambition de mettre en place un colloque sur Montpellier, ici, qui aura pour thématique l'inclusion. Donc en effet, mais l'inclusion d'un point de vue qui nous est un peu particulier, en tout cas à Sylvie et moi, c'est l'inclusion vécue à la première personne. Donc en effet, il faut l'entendre comme on le souhaite, mais en tout cas, tout à l'heure, je vous ai parlé du point de vue des élèves, mais ça peut être aussi du point de vue des enseignants, mais en tout cas, ce que l'inclusion fait à ceux qui sont la cible. Donc vraiment, essayer, non pas de tenir un discours sur l'inclusion, mais essayer de faire en sorte de ressortir et de donner la parole à ceux qui vivent l'inclusion à la première personne. Ceci, ça sera colloque au Frise, 31 mars et 1er avril 2020. Bien sûr, il y aura une diffusion, mais Sylvie m'a dit, profitons de cette journée pour faire cette annonce-là et inviter chacun et chacune. On essaie bien sûr de mettre ce colloque qui se tiendra sur 2 jours, dont un mercredi, pour permettre aussi les enseignants de venir, et ça se tiendra ici. Ici à Saint-Charles. On va essayer d'obtenir des salles à Saint-Charles. Alors juste pour en guise de conclusion, je ne peux pas tout reprendre, il y a eu énormément d'échanges. Simplement pour faire lien aussi avec le colloque, une recherche est née de cette rencontre et de ces travaux. Nous allons mener donc une recherche dans le cadre de l'inclusion. Nous allons travailler pour recueillir la parole des parents d'enfants inclus, ou non inclus, ou déscolarisés. Et donc là, on a besoin de parents pour tout ça. Et c'est vrai que Sophie nous a beaucoup aidés. Merci. D'autres nous aident aussi. Je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent. Madame, donc si vous avez un réseau justement à nous communiquer par rapport à des parents qui seraient d'accord pour avoir, pour que l'on puisse faire un entretien avec eux sur des questions de la scolarité, je noterai donc ces contacts. Alors pour terminer, merci à vous d'avoir participé aussi activement à la journée. Je crois retenir différents points. Je crois que vos propos ont touché des questions de lien, sur tout un travail autour des liens, tout un travail autour d'une intentionnalité d'une équipe, un travail aussi à fournir autour des continuités, des discontinuités, des transitions, un travail d'adaptation hyper fine des pratiques et des cadres aux besoins éducatifs particuliers, la question aussi du travail avec les familles. Et si j'ai bien entendu, j'ai l'impression en tout cas d'avoir entendu qu'à l'école ordinaire, les élèves, on va dire que le modèle, c'est que l'élève écoute la leçon, alors que là, vous avez clairement expliqué qu'il y a un retournement du modèle pédagogique et que c'est le professionnel qui commence par écouter la leçon de l'enfant, si j'ai bien entendu vos propositions. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement d'être venu gratuitement nous parler de votre travail. Et merci à vous d'avoir participé aussi activement. Si vous voulez participer